Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous vous recevons avec plaisir pour ce nouveau numéro de Discutons entre devs. Je suis Jasmine Doris Sabadassi, co-modératrice avec Cissé. Je suis dev front-end et data scientist et actuellement data ingénieur. Et nous recevons pour vous ce soir un invité de marque. Je vais laisser Cissé se présenter lui aussi et nous présenter notre invité. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis là pour co-modérer cette séance avec Jospin. Moi, c'est Amido Cissé, développeur front-end. On attend un peu que l'invité également se connecte avant de démarrer. Merci. En attendant, comme d'habitude, on va vous dire comment le Meet va se présenter, c'est-à-dire qu'on va recevoir notre invité, on va lui poser des questions, nous les modérateurs, et ensuite ce sera à vous de lui poser vos questions. Donc, vous allez pouvoir lui poser les questions comme on fait d'habitude, soit à travers le chat et on va relayer, soit vous allez lever la main et vous poser les questions vous-même. Donc, je pense que notre invité est déjà là. Cissé, je te laisse. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Merci d'avoir répondu présent à cette séance. On remercie également l'invité pour sa disponibilité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet et pour le sujet, on a trouvé intéressant d'inviter une personne qui quand même pourrait répondre également aux besoins et aux questions en fait sur cette thématique-là. La thématique, c'est quoi? De l'idée au produit, stratégie de scaling et défis du marché africain avec Axadara. Donc, on a l'honneur de recevoir avec nous le team manager de Axadara, Monsieur Elias Marognan, que nous demandons d'accueillir et il va se présenter. Nous allons démarrer rapidement. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que déjà j'espère que vous me recevez parfaitement. Oui, je suis d'accord, super. Donc je suis Elias Elima, CEO et team manager de Axazara et c'est un grand plaisir pour moi d'être là et voilà, merci. OK, merci beaucoup. Jospin? Merci, Monsieur Elias. C'est un plaisir de vous recevoir. J'espère que nous allons passer un excellent moment tous ensemble. N'oubliez pas, vous pouvez réagir dans le chat, poser vos questions et à la fin, lever la main. Alors, je vais commencer déjà, poser ma première question. Monsieur Elias, pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours? Comment est née l'idée d'Axazara et pourquoi le nom Axazara? Parce qu'on entend souvent le nom, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, déjà, pour faire un peu la genèse et tout d'où est-ce que l'idée de Axazara est née. Bon, de base, j'ai un parcours de formation. Donc, j'ai une formation de base en marketing et communication. Donc, j'ai d'abord fait une formation de base en marketing et communication. Et après cela, en parallèle de cela, j'ai quand même développé une passion pour tout ce qui va être résolution de problèmes. Donc déjà en général, je viens aussi d'une famille où on entreprend beaucoup, que ce soit côté paternel ou maternel. Donc ça fait que très tôt, je faisais du commerce déjà, j'avais quelques petites activités que je faisais. Et ça m'a conduit à découvrir Internet parce que très tôt, on a très vite eu accès à l'ordinateur et tout. Et ça fait que j'ai découvert Internet et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était informatique, numérique et tout. Donc, au fur et à mesure que j'avançais, j'avais des projets que je faisais et tout qui sont plus des trucs
de commerce, de petits business que je faisais. Et après, quand j'ai découvert Internet, donc Facebook et tout ça, ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, c'est une opportunité, on pourrait faire des choses à une échelle beaucoup plus grande. Mais l'idée d'Access va naître lorsque j'étais en classe de première. Donc, lorsque j'avais découvert, donc Facebook venait de lancer en fait les chatbots Facebook Messenger à l'époque, et c'était très très intéressant pour les entreprises, surtout pour pouvoir scaler rapidement. Je me rappelle par exemple qu'à l'époque, on avait fait des chatbots où en une semaine, on avait fait entrer 150 000 personnes sur les chatbots. Donc, c'était quelque chose qui était très, très en vogue à l'époque et les entreprises l'utilisaient dans les stratégies marketing pour pouvoir scaler leurs opérations assez rapidement. Donc, à l'époque, il y avait deux acteurs clés qui étaient des acteurs très connus qui permettaient de créer des chatbots. Il y avait ManyChat et Chatfuel. Et c'était des services qui coûtaient vraiment cher parce qu'ils facturaient par nombre d'abonnés que vous avez, donc le nombre de personnes qui rejoignent votre chatbot. Pour une entreprise qui est basée en Afrique, c'est pas du tout adapté parce qu'en Afrique, on a des taux de conversion qui sont très bas. Parce qu'en général, vous avez tout le monde qui va rentrer dans votre bot et à la fin, vous devez avoir un tunnel de conversion qui puisse vous permettre de pouvoir trouver vraiment des prospects qualifiés jusqu'à les amener à la conversion et tout. Et donc, moi, jeune au collège et tout, je suis en train je veux faire un chatbot et tout, je me rends compte que bah, je ne peux pas tenir ça en fait. C'était pas possible de tenir en fait avec ce business model-là en fait, parce que moi, je voulais faire mes trucs pour du kiff d'abord, envoyer des messages régulièrement aux gens et tout. Donc, j'avais d'abord commencé par faire un truc pour l'église où je devais envoyer des versets au quotidien, des trucs comme ça et tout. Donc là, après, je me dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen, en fait, qu'on fasse une propre plateforme pour pouvoir, en fait, faire des chatbots, mais vraiment adaptés avec la réalité de l'Afrique, avec des pricing, une tarification qui soit plus accessible et vraiment adaptée à la réalité africaine. Donc ça m'a conduit dans le temps à développer Kilibot. Donc, j'ai pas, Kilibot, lorsqu'on a voulu le développer, on est allé sur une base de scripts qu'on avait trouvé à l'époque et tout sur Internet. Donc, on est vraiment allé sur cette base-là. Et je pense que j'avais fait une pré-vente à l'époque, les gens avaient participé. Et j'ai lancé Kilibot. Donc, Kilibot, ça permettait de créer principalement des chatbots Facebook Messenger. Et on avait vraiment eu pas mal d'utilisateurs qui l'utilisaient un peu partout à l'époque parce que les chatbots Facebook Messenger étaient très, très en vogue. Après, bah, Facebook a vraiment restreint les règles parce que ça commençait par devenir du n'importe quoi. Les gens spammaient littéralement les gens au travers des chatbots et ça fait que Facebook a vraiment restreint les règles et ce qui est devenu plus tard pas très intéressant pour les entreprises. Donc, Skillybot, c'était vraiment ça la naissance et lorsque l'aventure de Skillybot a commencé, j'ai été rejoint par différents collègues et tout et ensemble, on a conçu une vision se disant, OK, nous, on va construire une entreprise où on va développer un ensemble de solutions qui se répondent véritablement à des besoins en Afrique pour pouvoir consolider ou répondre à des besoins en fonction de nos réalités et tout. Donc ça, c'est vraiment ce qui a décliné aussi la mission d'Access-Zara. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de notre mission aujourd'hui à Access-Zara, c'est de créer des opportunités infinies pour chaque être humain en Afrique et partout dans le monde au travers de la technologie. Donc c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien et c'est vraiment ça le cœur de ce qu'on fait et tout. Donc voilà un petit peu la genèse et comment est-ce qu'on est arrivé à Access-Zara et tout. Merci beaucoup. Et déjà, quels sont les produits que vous avez développés déjà? Alors aujourd'hui, bon, on a développé pas mal de produits. Il y a d'autres qui ont marché, d'autres n'ont pas marché et tout. Mais aujourd'hui, dans notre catalogue de produits, on a premièrement Monero, qui est une plateforme d'orchestration de paiement. Donc concrètement, Monero, ça vous permet d'interconnecter différentes passerelles de paiement, donc la plupart des passerelles de paiement, et ensuite de pouvoir faire une seule intégration au niveau de votre application pour scaler vos opérations de paiement assez rapidement et tout. Après ça, on a Zeo qui permet d'avoir des Mastercard virtuels que vous pouvez recharger par Mobile Money pour pouvoir faire vos achats en ligne simplement et tout. Et on a également Chariot qui est le produit qu'on a lancé le plus récemment qui vous permet de pouvoir monétiser votre expertise. Donc Chariot, c'est un outil complet qui vous permet d'avoir un espace de vente en ligne sur lequel vous pouvez exposer vos produits, que ce soit des e-books, des cours, des formations, etc. et tout avec tout un ensemble de fonctionnalités marketing, d'automatisation pour pouvoir vraiment partager et monétiser votre expertise. Après ça, on a Mailzit, bon, qui est moins connu, mais qui est en fait un outil de mail transactionnel qu'on utilise principalement nous-mêmes au niveau de nos produits pour
pouvoir gérer tout ce qui est email transactionnel avec différents départements parce que ça permet de construire des emails, de les modifier, de les gérer assez rapidement et juste avec un système de templating, donc de pouvoir les envoyer assez rapidement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un peu les produits de notre catalogue principalement. OK, merci beaucoup. Je pense que pour pouvoir amener ces produits-là et le faire adapter au marché africain, il y a eu sûrement pas mal d'étapes que vous avez eues. Donc, comment vous avez pu valider en fait votre concept initial sur le marché africain avant de développer vos produits? Est-ce que vous, sachant qu'il y a certains produits en fait que forcément les Africains ne peuvent pas l'utiliser à leur niveau, à votre niveau, comment vous avez fait pour que voilà, toutes les solutions que vous développez puissent répondre aux besoins des Africains, comme c'est déjà votre mission? D'accord. Alors, très, très bonne question. Bon, déjà, je vais partir, je vais prendre l'exemple du dernier produit qu'on a lancé. L'une des choses, en fait, qu'on défend beaucoup à Xazara, vraiment, c'est de se dire qu'on doit faire des produits qui soient centrés sur l'humain. Donc, il ne s'agit pas juste de faire de la technologie et j'ai l'habitude de dire souvent, la technologie en elle-même, elle n'a pas d'utilité. C'est ce qu'on fait de la technologie qui a du sens tout comme beaucoup d'autres choses dans la vie. Donc, c'est pas la technologie qui va résoudre le problème, c'est comment est-ce qu'on va prendre cette technologie-là pour le mettre au bon endroit et pouvoir résoudre le problème. Donc, en général, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour avoir déjà, comment est-ce qu'on valide nos idées de produits? La première des choses qu'on fait, on discute beaucoup avec les personnes à qui on veut adresser nos solutions. Et en amont de cela, on fait beaucoup d'observations, on collecte beaucoup de données. Donc, on collecte vraiment beaucoup de données, on fait beaucoup de recherches sur différents canaux. On essaie de voir un peu les usages. Quels sont les usages que les gens font principalement? Par exemple, lorsqu'on a voulu lancer Chariot, on s'est demandé, OK, quels sont les usages que les gens font beaucoup sur Internet en ce qui concerne les habitudes de paiement, de vente, etc. et tout. On a pris cette niche et ensuite on allait discuter avec beaucoup de personnes. On a vraiment interviewé pas mal de personnes qui étaient déjà dans ces domaines d'activité, donc que ce soit des coachs, des formateurs ou des personnes qui avaient des business de vente de produits, principalement des produits digitaux, donc tout ce qui est produits numériques en ligne. Et on échange vraiment avec eux. Donc ça fait que aujourd'hui, même lorsqu'on développe nos produits, on a cette approche où on est vraiment très à l'écoute. On interviewe très régulièrement nos clients. Je pense qu'on a des cycles où chaque trimestre ou semestre, on a généralement un call, une série de calls qu'on va faire avec un ensemble d'utilisateurs. Et pour non seulement avoir leurs avis ou leur retour sur l'utilisation qu'ils font du produit aujourd'hui, mais au-delà de ça, quelles sont les possibilités qu'ils aimeraient avoir et tout. Donc, ça nous permet très vite aussi de pouvoir anticiper les besoins, de se dire, OK, là, on est en train de résoudre ce problème, mais en fait, on pourrait aller vers telle possibilité, on peut aller résoudre tel problème parce que on a suffisamment d'insight par rapport à ça, on voit un peu les retours que les gens nous font. On regarde aussi les usages parce que très souvent, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, il y a de l'écart. Donc, c'est d'écouter les gens, d'une part, et ensuite de regarder aussi comment est-ce qu'ils font concrètement au quotidien. Et à partir de cela, on arrive vraiment à structurer des idées, des hypothèses, et ensuite on s'y met et tout. OK, merci beaucoup. Je pense que tout part vraiment de l'étude du terrain, de discuter pour voir vraiment les besoins des utilisateurs et savoir dans quelle mesure leur proposer une solution qui va répondre à leurs besoins. Nous allons continuer dans cette lancée pour parler sur votre process de travail. Quelle méthodologie vous utilisez souvent pour développer vos produits? Souvent, on entend parler de faire un MVP. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? D'accord. Donc, alors, et pour répondre vraiment à ça, donc je pense que c'est un sujet assez délicat parce que on a vraiment testé beaucoup d'approches du travail au fur et à mesure. Et en fait, aujourd'hui, si je vous partage notre approche du travail, c'est vraiment par rapport à nos réalités et à la taille qu'on fait. Parce que au fur et à mesure que l'équipe a grossi, on a vraiment évolué en termes de pratique, d'habitude et aussi en termes de possibilités. Parce que forcément, après, si vous avez les moyens d'avoir certains types d'outils, ça vous permet d'introduire de nouvelles habitudes ou de nouveaux outils dans votre approche de travail, de la manière dont vous gérez en fait et vous collaborez en interne et tout. Donc déjà, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui?
On a d'abord un processus interne donc, qui est documenté de base, qui stipule un peu comment un produit doit évoluer en fait. Donc, il y a un cycle de base qui est défini. Nous, on n'a pas vraiment une méthodologie, une approche de dire il faut faire un MVP. Parce que très souvent, MVP, ça donne l'impression de ne pas être un truc fini. Généralement, on se dit, si on doit faire un truc, même si c'est dès le départ, si c'est deux fonctionnalités qu'on a proposées, il faut que ces deux fonctionnalités-là fonctionnent parfaitement d'abord. Donc, on commence d'abord par une version preview du produit. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand on prend le cas de Chariot, Chariot est encore en preview. Ça, c'est ce que les gens ne remarquent pas souvent, mais en fait, on n'a pas encore véritablement lancé Chariot parce que actuellement sur Chariot, on est en phase de preview. Et on a Monero, par exemple, aussi, qui est en bêta. Ça fait 2 ans qu'on a mis en bêta parce qu'on n'a pas vraiment finalisé. Il y a pas mal de trucs sur notre roadmap qu'on doit rajouter. On n'a pas encore fait pour atteindre la version, j'ai envie de dire, minimale qu'on peut obtenir et tout. Donc, généralement, on commence déjà, en fait, par ce premier point-là. En fait, on commence d'abord par, euh, une fois on a identifié le besoin, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et on commence par faire une première version. Cette première version, on la met en preview avec un ensemble de fonctionnalités de base qui permettent, à tout client ou à tout utilisateur qui vient sur le service de comprendre tout de suite ce que le service permet de faire et de pouvoir faire de base là. Et au fur et à mesure, avec les retours qu'on va avoir avec des clients, des utilisateurs, on va étendre vraiment ces possibilités-là pour que le produit soit beaucoup plus complet et tout. OK, merci beaucoup. Je pense qu'on remarque sur pas mal de vos produits où vous avez quand même une extension sur beaucoup de pays, que ça soit que sur le plan en fait paiement. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a quand même un gros travail à faire sur tout ce qui est paiement. Si on a une solution qu'on veut lancer en Afrique, comment faire pour couvrir pas mal de pays? On remarque quand même que sur vos produits, vous êtes quand même sur une bonne lancée sur ce sujet-là. Comment vous faites en fait pour gérer ces contraintes d'infrastructure pour les paiements sur vos différents produits surtout? D'accord. Bon, déjà, en début, j'avais parlé de Monero. Donc, si je veux partir de la genèse de Chariot, par exemple, pour pouvoir mieux vous faire comprendre un peu comment on le gère. Donc, on a eu l'idée de Chariot, je pense, en 2023, 2024, par là, lorsqu'on a eu vraiment l'idée de dire, OK, on va développer une solution qui va permettre aux formateurs, aux coachs de pouvoir vendre leurs produits numériques en ligne facilement. Dès le départ, avec cette idée. Mais on s'est très vite rendu compte que si on devait le faire, il fallait avoir une capacité de paiement très, très, très étendue. Donc, en amont, on avait aussi d'autres produits qu'on voulait scaler sur des pays. On voulait aller, à l'époque, par exemple, on était principalement centré sur le Bénin. Et on s'est dit, bah, comment on va faire pour aller vendre en Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'on fait pour aller vendre en Afrique centrale? Parce qu'on avait des utilisateurs de ces pays-là, généralement, qui venaient, qui disent, j'ai envie d'utiliser votre service, mais je n'arrive pas à payer et tout. Donc, on s'est rendu compte que s'il fallait couvrir autant de pays, il faut pouvoir travailler avec pas mal d'acteurs, donc différentes passerelles de paiement en amont, donc principalement. Et après, il y a d'autres partenaires également qui interviennent dans la chaîne. Donc, dès le départ, on s'est dit, OK, d'accord, pour pouvoir le faire, il faut qu'on aille construire vraiment un truc qui puisse nous permettre de regrouper en fait tous ces passerelles de paiement là. Parce que nous, on a besoin de développer des produits. Et l'une des choses pour lesquelles on est très obsédé, c'est notre efficience. Comment est-ce qu'on fait pour réduire notre time to make. Donc, comment est-ce qu'on réduit vraiment le temps entre le moment où on a dit et le moment où on l'a fait. Donc, pour ça, il faut vraiment, vraiment arriver à aller assez rapidement sur ces sujets-là. Donc, ça fait que généralement, on mutualise beaucoup de choses pour pouvoir gagner du temps lorsqu'on veut développer, lorsqu'on veut faire quelque chose. Donc, on s'est dit, OK, comment on va résoudre le point du paiement? Et c'est de là qu'on s'est mis à construire Monero. Au départ, nous, on ne savait même pas que ce genre de truc, ça s'appelait des plateformes d'orchestration de paiement. C'est après, en le faisant, qu'on s'est rendu compte que bah, ce qu'on veut faire, ça s'appelle une plateforme d'orchestration de paiement. Donc, Monero, c'est vraiment le socle numéro 1 qu'on a dû faire, ce qui nous permet aujourd'hui de nous connecter avec beaucoup, beaucoup d'acteurs financiers, de passerelles de paiement, etc. Aujourd'hui, on étend vraiment cela au-delà des passerelles de paiement parce que aujourd'hui, on va de plus en plus en accès direct. Il y a des pays sur lesquels on a accès direct, on va directement travailler avec un acteur financier, donc par exemple du style de Wave, Jamo, des trucs comme ça, ou on va directement travailler avec des partenaires Finx, etc. et tout, qui vont nous permettre de gérer des opérations données. Donc,
La première étape, ou ce qui nous permet vraiment aujourd'hui de résoudre ce problème de paiement, c'est que premièrement, on travaille avec beaucoup de passerelles de paiement en fonction des pays, des régions qu'on veut couvrir et tout. Et l'une des choses est que on est sur un continent qui est très fragmenté. On a 54 pays, mais on a plus de 40 devises. Donc, c'est vraiment très, très complexe. Et chaque zone avec ses contraintes monétaires, légales et tout. Le deuxième aspect aussi que les gens ne voient pas très souvent, c'est le volet juridique de tout ça. Sur la partie juridique, on a tout un socle juridique aussi qui tourne autour de ça, qui va être les implémentations légales qu'on doit faire. Par exemple, on va s'implémenter dans différentes juridictions afin d'être compliant par rapport aux exigences locales pour être en mesure de collecter ou d'envoyer de l'argent localement et tout. Donc, même si aujourd'hui vous avez une passerelle, aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la zone UEMOA, euh, donc principalement tout ce qui est ZOF, BCAO et tout, historiquement, vous avez des passerelles de paiement qui vous permettaient d'aller sur les 8 pays facilement. Récemment, avec l'introduction de la licence que la BCAO a fait et tout ça, ça a vraiment donné, ça impose une nouvelle contrainte qui fait que aujourd'hui, si vous êtes une entité qui veut aller sur les 8 pays, la plupart des passerelles de paiement vous demandent aujourd'hui d'être implémenté sur 8 pays de manière juridique et tout. Donc, d'avoir une entité dans chaque pays et tout, ce qui est très, très complexe et tout. Donc, il y a aussi ça qui est vraiment l'autre partie aussi qui nous prend aussi beaucoup de temps parce que chaque fois que tu veux ouvrir un nouveau corridor, il faut que tu ailles t'implémenter là-bas ou que tu aies un partenaire qui puisse gérer vraiment ça. Donc, ça fait que nous, au niveau d'Access-Ara, on a vraiment différentes entités qui s'occupent de cela. Pour notre partie juridique Access-Ara, on a une entité qui s'appelle Mimo Global, donc qui est l'entité qui s'occupe de toutes nos opérations de paiement, de flux financiers dans la plupart des pays qu'on couvre. Donc, si demain, nous, on veut s'implémenter, par exemple, en Europe, ce qu'on est en train de faire là et tout, on a une entité MIMO qui va être en Europe pour s'occuper de ça. On va pas ramener Access-Ara là-bas parce que on a vraiment cette séparation au niveau du groupe. Donc, aujourd'hui, c'est un groupe d'entités, en fait, qui ont des vocations distinctes. Des entités qui vont s'occuper du paiement, des entités qui vont s'occuper du RH et l'entité qui s'occupe vraiment de toute la partie tech principalement et tout, donc qui possède des assets technologiques et tout. Donc c'est un peu cette approche que nous on a, mais elle est vraiment typique par rapport à nos besoins et vraiment à notre vision et à ce qu'on a envie de faire. Donc ça c'est vraiment la différence. Donc c'est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est pas faussement adapté, ça peut être aussi très lourd en fonction du type de business ou de choses que vous avez envie de faire. Nous, on est un startup studio, donc on fait pas mal de produits et du coup, ça fit par rapport à nos besoins et tout. Donc voilà, je sais pas si ça répond très, très bien à la question et tout. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça répond très bien à la question. Et ce qu'on retient à la fin, en fonction de la taille en fait de l'entreprise, de vos besoins, vous saurez en fait comment vous organiser sur tous les aspects pour quand même pouvoir vous scaler et aller plus vite en prenant surtout en compte aujourd'hui les différentes réglementations que la BCAO impose. On est quand même dans une communauté de développeurs. La question qui pourrait intéresser la communauté ici, ce serait, OK, comment vous gérez la scalabilité de votre infra au niveau de vos différents produits? D'accord, excellente question. Bon, c'est vrai que je code la plupart du temps et tout, mais je me définis pas aujourd'hui vraiment comme un ingénieur. Donc, je vais expliquer les choses et peut-être pas forcément de la manière la plus appropriée, mais voilà, je code, certes, je fais de l'ingénierie très, très régulièrement, mais voilà, ce n'est pas mon cœur de métier. Bon, euh, comment est-ce qu'on gère nos infras? Je pense que le produit qui nous a donné le plus de challenge en termes de scalabilité, c'est vraiment Chariot, parce que sur Chariot, on a énormément d'utilisateurs et tout, et du coup, c'est un produit qui est très intense parce que vous avez besoin d'avoir une très bonne disponibilité à scale, parce que les gens ont des campagnes publicitaires qui tournent, il y a des gens qui font des lancements tous les jours et tout, et du coup, il faut pouvoir faire en sorte de ne jamais avoir une interruption. Vous pouvez avoir d'autres problèmes, mais le paiement et la disponibilité du service, ça, vous devez vous assurer que ça fonctionne tout le temps. On n'a pas toujours su être à la hauteur. Je pense quelques rares fois, on a eu des interruptions, mais aujourd'hui, ça va. Donc, comment est-ce qu'on le gère? Nous, de base, sur la partie technique, on a quand même une infra technique qui est relativement très simple. On a une infra qui est très, très, très simple. Euh, on a juste des serveurs,
on fait pas de containerisation, tout du genre, Docker, etc. On a juste les serveurs, on a notre base de code, tu finis, tu as ton serveur, on gère nos serveurs avec Forge. Donc, principalement, nos backends, c'est PHP aujourd'hui. Donc, on gère nos serveurs avec Forge, tu finis ta base de code, tu la déploies. On a un petit package qu'on a développé qui nous permet de faire du zéro downtime deployment. Donc, on peut déployer sans interruption et tout. Et donc, on le déploie directement sur notre serveur et tout. Ensuite, on a ce qu'on appelle comment je vais vous donner le terme? Bon, on a un truc qu'on appelle des zones de disponibilité. Donc, zone de disponibilité, pas dans la version cloud, mais vraiment dans notre propre sens, en fait, qui est en réalité des petits clusters qu'on fait. Dans chaque cluster, tu as un serveur de web, tu as un serveur Workers, tu as un serveur de cache et tu as un serveur de base de données. Donc, en fait, on a beaucoup de produits qu'on développe. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a plusieurs produits. Et les produits, en fait, sont déployés dans des petits clusters comme ça. Donc, euh, avec de la mutualisation de certaines ressources et au fur et à mesure que le produit évolue, on va scale sur certains aspects avant d'aller vers un produit qui peut être totalement sur un cluster complet. Donc, par exemple, si on a un produit qui demande de plus en plus de demandes en cache, par exemple, on peut scale le cache de la zone dans laquelle elle est pour que dans le petit cluster dans lequel il est. Donc, les clusters sont répartis donc pour avoir moins de risques sur différentes zones de disponibilité niveau cloud. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a deux cloud hosters qu'on utilise. Euh, donc, comment on appelle? On a AWS qu'on utilise et puis on a Redness qu'on utilise. Donc, chez chacun d'entre eux, sur différentes zones géographiques, on va avoir des petits clusters comme ça. Et dans un cluster, les produits vont mutualiser les ressources dans un premier temps et au fur et à mesure que le produit scale, on peut lui dédier des ressources de manière spécifique et tout. Donc, c'est vraiment ça. Et après ça, on va avoir d'autres outils qui vont nous permettre de gérer tout ce qui va être monitoring. Par exemple, on utilise Axiom qui nous permet de collecter des logs sur tout ce qui rentre, tout ce qui sort et tout. On a récemment, Laravel a lancé un truc Nightword qu'on utilise également. On a Sentry pour tout ce qui va être log, etc. et tout. Et puis, on va avoir quoi? Je pense que globalement, c'est relativement ça. Donc, on a vraiment une stack. On n'a pas de microservices, on fait pas du microservice. Donc, tous nos trucs, nos projets sont principalement des monolithes. Est-ce que j'ai dit monolithes? Je sais pas comment vous appelez, mais en fait, c'est un seul truc. Voilà, c'est un seul projet. Donc, quand je pense Chariot, par exemple, c'est un seul truc, mais à l'intérieur, on a une segmentation par domaine. Voilà. Donc, quand tu prends un store, par exemple, le store, il y a la gestion de taxes, gestion de clients, automatisation, workflow, etc. Donc, ils vont être des petits domaines à l'intérieur, en fait, du projet. Donc, du coup, tu as des services spécifiques qui gèrent un aspect spécifique, en fait, du cœur de métier et tout. Mais on n'a pas de microservices, etc. Donc, on a vraiment des monolithes. Voilà. On a des monolithes qu'on déploie directement sur nos serveurs comme ça et tout, de manière très, très basique comme ça, avec nos bases de données, etc. et tout. Donc, relativement, on essaie quand même de ne pas faire de l'over-engineering pour relativement pouvoir avoir du contrôle et faire évoluer nos stacks en fonction de nos besoins. On n'utilise pas Docker, on n'a pas besoin de Docker. Voilà. Aujourd'hui, on est sur du PHP, on a la Herd qu'on utilise qui permet d'avoir de setup rapidement un environnement PHP au standard de tout le monde. Donc, tout le monde peut setup ça. T'as pas besoin donc, on est relativement très, 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 très simple. Il n'y a pas vraiment d'éléments superflus. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? On ne l'utilise pas. Et c'est relativement comme ça qu'on gère. Il n'y a pas d'éléments trop complexes, etc., qu'on va rajouter dedans. Et on évite de le faire surtout pour ne pas juste s'encombrer parce qu'il faut le faire et tout. Et après, on va scaler en fonction des besoins qu'on a et tout. Donc, l'autre chose aussi, c'est que on va maintenant utiliser des services. Donc, je parlais tout à l'heure d'Axiom, mais on utilise beaucoup Cloudflare parce que sur Cloudflare, on a certains éléments qui nous permettent aussi d'optimiser beaucoup de choses. On va utiliser, par exemple, tout ce qui va être mise en cache, les workers, pour pouvoir exécuter certains trucs directement au niveau Edge, au niveau de Cloudflare. Et maintenant, il y a Cloudflare a un truc qui s'appelle Cloudflare. Donc, c'est un tunnel, en fait, qu'on va mettre directement sur le serveur de l'app et tout, et Cloudflare, donc qui permet de connecter le réseau de Cloudflare avec le serveur. Donc, on n'ouvre pas les ports du serveur. Du coup, on a des temps de latence qui sont relativement très, très bas parce que sur certains types de produits, la latence est très importante. Et vu qu'on est sur beaucoup de pays et que les gens vont sur beaucoup de marchés, tu as besoin d'avoir un temps de latence qui est relativement bas
peu importe la zone géographique d'où la personne qui veut accéder au produit ou à la boutique, par exemple, est. Donc, Cloudflare nous permet vraiment d'avoir ça parce que ça réduit considérablement le temps de latence globalement. Maintenant, après, si vous êtes sur Cloudflare a quand même un autre côté qui n'est pas intéressant, c'est que si vous êtes au plan fruit, ils vont router votre trafic souvent en Europe et c'est sous ça, ça va créer l'effet inverse. Donc, pour ça, on est sur des offres business souvent où ils ont des offres comme Argo, par exemple, auxquelles vous souscrivez pour payer du trafic au giga, mais qui permettent d'avoir du trafic très, très, très rapide, voilà, globalement, at scale. Donc, ça fait qu'on a des temps de chargement de nos boutiques qui sont très bas. Que vous soyez en France, que vous soyez au Bénin, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou au Latino, vous allez avoir les mêmes temps de chargement. La deuxième optimisation qu'on va faire, ça va être purement au niveau de l'application, d'optimiser vraiment le code juste sur ce qu'il faut, utiliser du cache là où il faut utiliser du cache, etc. et tout. Et relativement, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à vos questions. Et tout. Ok, merci beaucoup. Je pense que vu qu'on est en face des développeurs, avec tous les thèmes techniques que vous avez sortis là, on a perdu personne. Et j'ai vu, quand vous avez parlé de PHP, il n'y a que Junior qui était content. Hein. Il y a des gens qui sont contre PHP ici. Merci beaucoup pour les questions, les réponses. Je pense que on va donner la parole au public. Je pense qu'ils ont beaucoup de questions, beaucoup de questions. On va aller très vite pour ne pas prendre toute votre soirée. Et bon, il y a quelqu'un qui avait posé une question, je pense que Dak Dans le chat. et non, qui demandait en fait si accès à une entreprise enregistrée aux États-Unis est-il légal d'avoir une LLC? Oui, c'est légal d'avoir une LLC aux États-Unis et effectivement, Access à la maison, mais elle est enregistrée aux États-Unis dans l'État du Delaware. Comme ça, c'est fait vraiment pour différentes raisons. Premièrement, bah, si vous voulez lever des fonds et que vous êtes enregistré là-bas, c'est plus facile, vos investisseurs peuvent facilement y aller. Aujourd'hui, on est une entreprise 100% autofinancée, donc on n'a jamais levé des fonds, donc on n'a jamais vraiment exploité cette possibilité. Après, ça nous permet d'avoir accès à des possibilités vraiment au niveau des US en termes de comment je vais dire, en termes de facilité sur beaucoup de choses. Il y a des services que vous voulez utiliser. Si vous êtes une boîte aux États-Unis, c'est facile. On utilise notre banque principale, elle est aux États-Unis, et cette banque nous donne des facilités sur beaucoup de choses, d'opérations financières dont on a besoin. Avoir du cash, du préfinancement, des trucs comme ça qu'on exploite aussi. Et après, pour des raisons aussi d'optimisation fiscale. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on a ça. Mais maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un groupe. Au sein du groupe, on a des entités clés. L'une des entités qui peut peut-être, que vous pouvez voir souvent, c'est Mimo, parce que c'est ça qui gère tout ce qui est la partie paiement. Et cette entité-là, en fait, est une filiale du groupe. Et puis, bah, on a d'autres entités aussi qui vont gérer le volet RH aussi. Donc, lorsqu'on est implémenté dans un pays, aujourd'hui, on a des bureaux à Abidjan et sur Calavi. Donc, sur ces parties-là, on a des entités spécifiques qui ont aussi un autre nom au sein du groupe qui permet de gérer toute la partie RH et tout. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Elias. Je vais vous aider avec les questions. On va laisser Cissé se reposer un peu. Dans la file d'attente, bon, je vais d'abord prendre Tawaliou et il y a des messages qui sont dans le chat. Donc, je vais faire par ordre de ceux qui ont posé les questions. Mais Tawa avait sa main levée, donc on va le laisser parler. Tu peux y aller. Ok, j'ai levé la main jusqu'à ça me fait mal. Pas grave. Bonsoir tout le monde. Merci pour la venue et les réponses. Il parle assez calmement et bien posé. C'est très bon. J'ai apprécié. Moi, j'ai quelques questions. Ça revient au début. J'ai oublié le nom du bot que vous aviez créé au début. Mais ma question tourne beaucoup plus autour de comment vous viviez dans le temps? Parce que jusque-là, je n'ai pas entendu parler d'être employé ou vous avez principalement lancé des produits et autres. Donc, dans la période où vous avez débuté et les premiers produits ont été lancés ou jusqu'à la création de Asazara ou le lancement des premiers produits comme Monero et tout, comment comment vous viviez en fait? Et revenus, bon, pas forcément donner des chiffres, hein, mais il faut quand même manger pour réfléchir et porter tout un projet. Donc, sur la période, comment
comment vous aviez fait jusqu'à rassembler les équipes, plutôt les membres de l'équipe, parce que, comment on appelle ça, il faudra euh, payer ceux qui sont là, soit ce sont des actionnaires. Je veux comprendre un peu comment euh, cette partie-là, ou ce moment-là, comment vous aviez géré. D'accord, très bonne question. Et je pense que c'est une question que les gens nous posent très souvent. Malheureusement, je peux dire ce que je peux dire. Si j'ai pas la permission de mes collègues, je peux pas dire certaines choses parce qu'après, je leur dois des comptes, hein. Donc, je peux dire ce que je peux dire. Voilà. Donc, première chose, effectivement, comme vous avez dû le remarquer, moi, j'ai vraiment jamais travaillé en entreprise. Déjà, j'ai pas d'expérience dans une autre boîte et tout. Et comme je l'ai indiqué au départ, Kilibot, on a fait des préventes. On a vendu le produit avant de le lancer et tout. Donc, il y avait des gens qui avaient déjà payé le produit parce qu'on avait fait une offre LTD, Lifetime Deals, au départ où on disait aux gens, bah, écoutez, on va lancer une plateforme qui permet de faire ça un peu comme Chatfuel, ManyChat, tu pourras faire ça et tout. Et on avait vendu la licence. Donc, je pense à l'époque, ça avait très bien marché. Les gens achetaient la licence et tout. Donc, ça nous a permis d'avoir un premier financement. Et après, lorsque le projet a commencé à évoluer, on faisait des offres de services aussi, parce que au niveau de Kellybot, bien sûr, on faisait des offres de services parce qu'on aidait par exemple des entreprises à, à, à faire des chatbots, parce que les entreprises à l'époque ne connaissaient pas les chatbots. Donc, certes, on avait une plateforme, mais il fallait aussi pouvoir le promouvoir. Donc, pour le promouvoir, on faisait des services de conception de chatbots, etc., qu'on facturait de temps en temps, et puis ça nous permettait de générer un peu de revenus aussi par là. Et après, Kilibot, c'était aussi payant. Voilà. Donc, les gens devaient payer des abonnements, etc., pour pouvoir utiliser Kilibot. Maintenant, la chance que moi j'ai eue particulièrement, c'est que dès le départ, quand j'ai commencé à faire Kilibot, il y avait pas mal de personnes qui trouvaient ça intéressant, qui disaient, bah, je vais m'associer à ça. Donc, par exemple, je me rappelle à l'époque, je faisais des designs très, vraiment très élémentaires au niveau des Canva pour les publier. Et il y avait Pépino qui m'avait écrit, il m'a dit, bah, écoute, moi, je vais te faire prochainement les visuels. Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi un designer de ton niveau me ferait des visuels gratuitement et tout? Il m'a dit, non, j'aime bien le projet et tout. Donc, après, j'ai refait, après, il a commencé à prendre la main là-dessus, il m'a aidé à faire les visuels, etc. et tout. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, l'équipe s'est construite et c'est des gens qui étaient venus, qui ont posé la vision. Après, bien évidemment, ben, tout ce qu'on fait, ça donne permettre aussi de pouvoir honorer nos engagements sociaux. Voilà. Donc, après, on s'est statué sur beaucoup de choses et après, on a fait vraiment évoluer le modèle pour tout le monde après devenir associé dans l'entreprise et tout. Donc, on est vraiment basé sur ce modèle-là. La majorité des gens, les gens souvent disent, je crois récemment, je parlais avec quelqu'un qui disait, vous êtes une entreprise, je sais pas comment, quel est le terme approprié, mais en gros, vous êtes une entreprise détenue par la majorité des gens qui travaillent. Je dis Accessara, c'est majoritairement les gens qui travaillent à Accessara qui détiennent Accessara. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets un petit peu pointus, parce que si les autres ne veulent pas en parler, moi, je peux pas venir vous dire, voilà exactement comment c'est fait, mais globalement, voilà un petit peu. Mais on n'a jamais levé des fonds. Voilà, par contre, en 2019 aussi, j'ai oublié, il faut quand même le reconnaître, j'avais gagné le concours de Tony Lumelou, donc un financement de $5 000. Ça nous a permis d'acheter nos premiers ordinateurs et tout ça. Et ça a aussi aidé à l'époque et tout. Donc, il y a vraiment ça aussi. J'avais gagné le concours là qui, voilà, à l'époque avant de lancer Kilibot, je pense, dans la même période, en 2019, là, je devais être en première année à l'université. Et c'est un peu ça. Donc, si c'est par exemple qui est là m'interviewer là, j'avais fait la première année avec lui. J'ai fait d'abord une année en analyse biomédicale avec Cissé. Et du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est aussi à rejoindre l'aventure et on a avancé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que, bah, forcément, on a un turnover qui est bas parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de départ d'Access Arras. Après, nous, on s'est séparés d'autres personnes et tout, mais globalement, c'est ça. La deuxième chose qu'on fait à notre échelle, c'est que ben, on essaie vraiment d'offrir le meilleur cadre possible dans lequel les gens peuvent évoluer. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui me tient à cœur. C'est comment je fais pour que chaque personne à Xazara fasse plus que la veille, soit plus efficient dans ce qu'il fait. Donc, que ce soit par les ressources qu'on va mettre à disposition, le financement qu'on va faire. On investit aussi beaucoup dans la formation des équipes et tout. On a cette année plusieurs personnes qui font des masters à Xazara, des trucs comme ça. Donc, qui sont autant de choses qu'on fait pour pouvoir avoir une équipe qui a les compétences, les ressources nécessaires pour pouvoir soutenir notre vision et ce qu'on fait. Mais fondamentalement, c'est d'abord le fait que
j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui épousent vraiment la vision de ce qu'on fait et qui vraiment ont accepté de se joindre à l'aventure et tout. Voilà. Merci beaucoup. C'est très, très, très intéressant ce que vous nous dites là. C'est que, en fait, voilà, il y a encore des gens qui acceptent de rejoindre des équipes sans prendre de l'argent. C'est la conclusion. Alors, Horace, tu vas m'excuser. Je vais prendre d'abord Monsieur Adlou Kondo qui a des questions sur Monero. Il y a des gens qui ont laissé des questions dans le chat et après, je te reviens. Ok, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur Elias. Alors, ma question par rapport à Monero, c'est que de mon côté, je suis sur le CTO de Free. On aimerait intégrer Monero. On a lu un peu la documentation, on a même envoyé un mail, mais je pense que c'est resté dans le spam. L'objectif, c'est de voir comment on va intégrer Monero pour permettre la monétisation des créateurs de contenu sur Free. Du coup, pour moi, j'aimerais vraiment comprendre comment est-ce que Monero fonctionne et parce que j'ai lu la documentation, nous avons lu la documentation, mais on aimerait vraiment voir dans quelle mesure on pourra collaborer ensemble et quelle est réellement la particularité de Monero par rapport aux autres moyens de paiement qu'on entend tout le monde créer des moyens de paiement tous les 2 jours là. Donc, on aimerait savoir vraiment votre solution pour l'intégrer à Free. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour la question et tout. Alors, donc déjà, Monero de base, et ça, c'est ce que les gens font très souvent, comme ce que les gens pensent souvent. On n'est pas une passerelle de paiement, on n'est vraiment, vraiment pas une passerelle de paiement. Au contraire, Monero vous permet de connecter les passerelles de paiement. Et Monero, ça a vraiment du sens pour vous si vous voulez aller à l'échelle, si vous voulez aller sur 2, 3, 4, 5 pays et que vous avez besoin de travailler avec différents acteurs. Donc, ce que Monero va vous permettre de faire, c'est simple. Au lieu, par exemple, dans votre application d'intégrer manuellement FedAPI, KakaPay, PowerPay, tout ce qui est PayPay qui existe, tout ce qui est passerelle de paiement qui existe là, en fait, Monero, on fait déjà toutes ces intégrations-là pour vous. Et la seule chose, vous allez juste intégrer Monero et vous venez sur votre tableau de bord de Monero. En 2 minutes, vous entrez vos clés API de chaque passerelle de paiement que vous souhaitez utiliser et vous les connectez. Deuxième chose sur laquelle Monero sera très utile pour vous, c'est de pouvoir gérer tout ça. Monero embarque des fonctionnalités d'orchestration. Donc, par exemple, vous allez pouvoir définir des règles en disant, bah, si quelqu'un veut me payer au Bénin par MTN, je voudrais que ce paiement soit traité par FedAPay. Par contre, si vous payez par Orange, Mali, par exemple, je veux que ce soit traité par Repto. Et ça vous permet déjà de gagner énormément de temps. Donc, ça, c'est des fonctionnalités d'orchestration de base que vous avez sur Monero. En plus de ça, on a aussi des stratégies d'orchestration dans Monero. Vous pouvez, par exemple, mettre votre application Monero en stratégie. On a 2 stratégies aujourd'hui. On a une stratégie auto et une stratégie manuelle. Donc, la stratégie manuelle, c'est vous qui définissez les règles. En auto, on va monitorer en temps réel la performance de chaque passerelle de paiement sur les méthodes de paiement spécifiques. Donc, par exemple, quel est le success rate de FedAPay sur MTN Bénin? Quel est le temps de réponse API? Quel est le temps de... Bon, on a d'autres éléments, je ne vais pas forcément donner tous les critères et tout, mais voilà. On a pas mal de critères comme ça qu'on prend en compte et tout au niveau de votre application et au niveau de l'ensemble du réseau de Monero. Parce qu'aujourd'hui, Monero, c'est quand même utilisé sur beaucoup de sites web et tout. Du coup, on a beaucoup d'insights sur la performance en temps réel de chaque passerelle de paiement. Donc, en auto, on va déterminer ça en temps réel et router vos paiements pour vous. Donc, chaque fois que quelqu'un va vouloir vous payer, on va router le paiement vers la passerelle de paiement qui a le plus de probabilité de réussir ces paiements pour vous, pour ne pas que vous perdiez de l'argent et tout. Et ça aussi, sur la partie manuelle, ce que j'oubliais d'évoquer, c'est le fait que vous avez du backup. Vous pouvez, par exemple, sur MTN Bénin, dire, bah, si mes paiements passent par MTN Bénin, je veux que ce soit traité par FedAPay. Par contre, si les paiements par FedAPay ne marchent pas, il faut que tu les exécutes via KakaPay. Et du coup, lorsque le paiement va échouer, quand on va faire quelques tentatives via FedAPay, on va sanctionner FedAPay pendant un moment et puis on va favoriser KakaPay pendant un certain temps. Et du coup, on va router vos paiements par là et tout. Le dernier élément qui est vraiment l'une des avantages clés de Monero, c'est que tout ça est fourni sur un checkout optimal. On a d'ailleurs, pas plus vanté, mais on a l'un des meilleurs checkouts en termes d'expérience de paiement aujourd'hui.
sur tout ce qui est passerelle de paiement aujourd'hui que vous pouvez avoir. Donc, vous avez un checkout qui est très optimal sur lequel, lorsque vos clients veulent payer, nous, automatiquement, en fonction de son pays, en fonction de ses historiques de paiement sur le réseau Monero, on va lui disposer la méthode de paiement. Donc, aujourd'hui, sur le checkout, on recommande 80% des gens choisissent la première méthode de paiement qu'on recommande pour donner un peu le ratio de à quel point c'est fiable, en fait, les méthodes qu'on suggère. Donc, du coup, on va donner les méthodes en fonction de différents critères, disponibilité, usage, popularité, antécédents de paiement de la personne et tout. Et récemment, sur le checkout, ou pas récemment, depuis l'année dernière, on a introduit un truc que vous n'allez pas retrouver sur les autres checkouts, qui est le fait que vous pouvez faire du quasi deux-click payment. Donc, au lieu, chaque fois quand vous allez sur les checkouts, la plupart du temps, il faut entrer le numéro de téléphone. Mais en général, vous allez remarquer que la plupart du temps, on a 2 ou 3 numéros de téléphone maximum qu'on utilise la plupart du temps. Moi, par exemple, j'ai un seul numéro au Bénin, par exemple. Donc, un seul numéro. Et chaque fois que je vais vouloir payer, il faut que j'entre encore à chaque fois ce numéro-là et tout. Donc, sur Monero, on a un truc qui vous permet en fait, c'est à la fois très pratique, mais très anonymisé, qui vous permet, en fait, lorsque vous voulez payer, même si c'est sur un autre marchand, de voir le numéro que vous utilisez d'habitude pour payer sur le réseau de Monero, en fait, et vous pouvez choisir ce numéro-là et valider votre paiement immédiatement. Au lieu de taper entièrement tout le numéro, on va vous montrer le numéro, mais de manière très anonymisée. Donc, vous pouvez identifier facilement le numéro, vous choisissez, vous validez votre méthode, et puis vous pouvez, euh, vous pouvez valider rapidement votre paiement pour payer. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on fournit sur Monero. C'est pas facturé. On n'a jamais facturé sur Monero depuis qu'on a lancé. Je pense qu'on a lancé en 2022. On a utilisé, on a fait aujourd'hui plus d'1 million de paiements. C'est globalement assez stable et c'est ce qui porte toutes nos transactions. On fait tous nos paiements via Monero aujourd'hui et ça fonctionne très bien. Donc, voilà ce que Monero peut vous apporter. Mais encore une fois, ça a du sens pour vous si vous passez à l'échelle. Généralement, quand moi je parle avec un business, s'il veut vendre juste au Bénin, il veut vendre juste en Côte d'Ivoire, 2, 3 pays, je lui dis, frère, Monero, c'est pas adapté pour toi. Parce que si tu viens, ça va être peut-être même un peu plus lourd pour toi. Mais par contre, si tu vas à l'échelle, que tu gères beaucoup de pays, et par exemple, les conversions de devises, ces choses-là, on le fait aussi. On gère la conversion de devises pour toi et tout. Et dans la conversion de devises, on a aussi du correctif. Tu peux définir, par exemple, un taux de correction pour dire, si il y a une conversion de devises, je voudrais que vous corrigez le taux d'échange à 1 ou 2%, 3% maximum pour pouvoir rattraper les écarts qu'il y a souvent sur les conversions de devises. Donc, voilà vraiment ce que Monero permet de faire. Après, à côté, vous avez tout ce qui est fonctionnalité administrative. Hein. Vous pouvez acheter des membres d'équipe, des webbooks, etc. Même si la passerelle de paiement que vous utilisez ne fournit pas de webbook, nous, on va vous envoyer des webbooks. Donc, voilà de base ce que Monero permet de faire et tout. Ok, super, merci beaucoup. J'avais une dernière question en fait. Du coup, si j'ai bien compris, c'est nous-mêmes qui allons développer tout ce qui est SDK dans toutes nos applications parce que vous ne fournissez que les APK. Non, on fournit un SDK. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très riche là-dedans, mais je pense qu'aujourd'hui, on en a pour tout ce qui est mobile, Flutter principalement. On a un truc Node, je pense, Python aussi, PHP aussi, Laravel, PHP, Laravel et tout ça. Donc, je pense que ça c'est ce qu'on fournit. Après, vous avez l'API de base avec laquelle vous pouvez interagir avec des calls HTTP direct et tout. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on fournit et tout. Donc, si vous voulez utiliser Monero aujourd'hui, première chose, c'est que vous allez faire votre onboarding auprès de chaque passerelle de paiement que vous souhaitez utiliser et tout. Et ensuite, vous venez sur Monero et puis vous les connectez. Ah, donc, on va toujours passer par les anciens passerelles avant de les connecter à Monero. Oui, parce que nous ne les remplace pas. Nous, on vous permet juste de mieux gérer ça et d'avoir une belle expérience de paiement pour votre produit. Okay. Mais on ne remplace pas les passerelles de paiement. Sur certaines passerelles de paiement, même, on peut vous introduire. On peut envoyer un mail à la passerelle pour dire, il y a monsieur Kondo qui souhaite utiliser votre passerelle de paiement. Écoutez, le voici, il va vous fournir ses documents, vous allez approuver son compte, etc. et tout. Une fois que c'est bon là-bas, vous venez parce que la régulation et tout ça. Et nous, on n'a pas envie de faire des passerelles de paiement. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas du tout ça. Okay. D'accord, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il faut comprendre que, comme vous-même vous l'avez dit, chaque pays, c'est leur régulation, tout ce qu'ils ont comme évolution. Parce que nous, actuellement, Prime est distribué dans 35 pays africains et la monétisation va bientôt couler. Et quand on parle de monétisation, beaucoup de personnes commencent par se demander comment on va envoyer de l'argent. Et si vous avez déjà la possibilité de nous apporter votre aide pour contacter tout ça par notre paiement, je pense qu'on va sauter dessus. On va se soutenir. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de Merci. problème. Je pense que c'est Cissé qui gère, c'est Cissé qui est principalement lead là-dessus. Si vous voulez faire du onboarding et tout, donc si tu échanges avec Cissé, vous pouvez faire un call et tout et tout. Je pense que si tu bookes un call aujourd'hui, sur votre tableau de bord, Monaco, vous avez un bouton pour booker un call avec un membre de l'équipe. Vous allez avoir Cissé sur le call avec d'autres collègues. J'ai essayé ça, mais apparemment, le calendrier est bloqué. Il n'y a plus d'espace pour Ouais, choisir le bon, calendrier. parce que y a vraiment beaucoup de gens sur le cadet. Et c'est pas un produit qu'on monétise, du coup, on n'a pas trop de ressources là-dessus aujourd'hui. Je Donc, vraiment désolé pour ça, mais n'ai je pas pense que de si tu souci. lui écris, il peut trouver un créneau et puis vous arranger. Je vais l'attaquer en boss. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Adlou. On va passer à Horace avant Jonathan. Jonathan, s'il te plaît, je sais que tu as mal à la main, mais pardon. Horace, tu peux y aller. Ok, merci Doris. Jonathan, j'espère que tu n'auras pas trop mal parce que j'ai une batterie de questions. Je vais essayer de filtrer. Déjà, merci pour la présentation. Merci Elias. C'est super intéressant, super intéressant. J'ai plein de questions, on va dire, non techniques, des questions techniques. Donc, du coup, je vais d'abord aller avec les questions non techniques. Là, je vais parler d'abord d'argent. Si tu peux répondre, tu vas répondre. Si tu peux classer en fait les différents produits que vous avez actuellement par ordre de revenus, quels seraient l'ordre? Question délicate, malheureusement, on ne parle pas chiffres. Donc, je ne peux pas vous communiquer chiffres. Ok, Malheureusement, y a pas ça, on ne communique pas chiffres, donc je ne peux pas vous parler chiffres. Sauf si un matin, mes collègues veulent parler chiffres et qu'ils publient nos chiffres, il n'y a pas de problème, quoi. ok, je comprends. Ok, la seconde question, c'est comment vous utilisez actuellement l'IA dans votre flow? Que ce soit mobile, que ce soit web, que ce soit dev, est-ce que vous avez un abonnement, c'est pas d'IA pour la team? Est-ce que vous utilisez l'IA en fait et comment dans votre flow actuel? Ouais, très très bonne question. Je pense que ça, c'est une très belle question par contre. Effectivement, je pense qu'il faut faire les choses en fonction de l'époque dans laquelle on est. Donc l'IA, je pense que nous tous, on a vu l'IA arriver, etc. Moi, j'avais eu la chance d'être frotté à l'IA depuis ChatGPT, depuis GPT-2, parce que j'ai mon frère qui est dans le bail d'IA là et tout, qui me montrait le machin et tout. À l'époque, ça générait du contenu merdique. À l'époque, quand tu demandais à GPT de te donner des clés API, tu pouvais avoir des clés API de cascade de paiement qui parfois marchaient sur la base de données qu'ils avaient scrapé à l'époque et tout, pour la petite Oh, anecdote et tout. Et aujourd'hui, bah, si tu demandes ça, ça ne va plus sortir et tout. Donc, il y avait un moment de cela. Donc, l'IA, lorsque c'est arrivé, euh, moi, c'est principalement les passerelles africaines, hein. Si tu demandais pour les passerelles africaines, ça sortait à l'époque. Bon, pas mal de passerelles quand même. Pas mal de passerelles à l'époque. Je ne vais pas donner le nom du passerelle ici. Mais les gens mettaient des trucs dans leur base de code et tout, le machin avec ça à l'époque et tout. Donc, quand il est arrivé, au départ, nous, on n'avait pas une politique formelle en interne. On a commencé à utiliser d'abord l'IA principalement au niveau du support client. On dépense beaucoup d'argent pour les usages IA au niveau du support client aujourd'hui parce que bah on a beaucoup de demandes de support et ça nous aide déjà à répondre beaucoup. Et après, au niveau des équipes d'ingénierie, chacun a pris son habitude. D'autres utilisaient Cursor, etc. et tout. Moi, j'ai testé un peu de tout, Claude, etc. et tout. Et après, bah, moi, je suis passé j'ai commencé à utiliser Claude principalement. J'étais sur les offres max de Claude là et tout, donc ça me permettait d'aller souvent assez vite et tout. Donc, récemment, en fait, ce qu'on a fait, on a commencé à prendre chaque département, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on met l'IA à contribution de ce qu'on fait? Bon, en temps aussi, on était passé sur Google Workspace, ce qui fait qu'on a du Gemini pour tout le monde dans la boîte. En temps, on avait ChatGPT et tout, mais après, aujourd'hui, tout le monde a Gemini et chacun a son Gemini et tout. Donc, après, récemment, on a commencé ça sur l'équipe d'ingénierie, on s'est posé, on a demandé à chacun, bah, quel est l'usage que tu fais de l'IA, quels sont les outils que tu as testés, que tu utilises, etc. Donc, on a eu les feedbacks et tout, et finalement, on s'est accordé sur Claude, qu'on allait utiliser Claude. Donc, aujourd'hui, toutes les équipes d'ingénierie, chacun a son abonnement pour Claude, qui est pris en charge par la boîte. Donc, tu as ton abonnement Claude pour utiliser. Deuxième chose qu'on a commencé à faire, c'est qu'au niveau des projets, on a commencé par harmoniser ça dans les projets. Donc, vu qu'on utilise Claude, nous tous, on a un Claude MD qui est dans tous les projets avec certains trucs de base configurés.
Sur le back-end, par exemple, il y a Laravel Boost qui permet d'avoir un MCP sur le projet donc, qui est mis en place. Et du coup, bah, c'est vraiment ça, l'approche qu'on a prise sur l'IA. Donc ça, on veut l'apporter un petit peu sur nos autres départements et tout, en fonction des départements, voir quel est l'outil le plus adapté, l'usage qu'ils en font, etc. Et aussi, surtout, encadrer l'usage. C'est pour ça qu'au niveau de la partie ingénierie, il y a du Claude MD, c'est les responsables de département. Bon, nous, on a 2 départements, ingénierie, back-end, front-end, qui, en fait, fixent les règles dans le Claude MD sur le rendu. Mais fondamentalement, tu es responsable de ce que tu pushes, de ce que tu écris. C'est pas, non, j'ai demandé à Claude et tout, bah, peu importe le truc, à la fin, tu es responsable de ça. Donc, fondamentalement, tu es responsable du code que tu mets en ligne. Donc, c'est parce que l'IA a généré qu'il faut juste mettre en ligne. Tu dois pouvoir approuver et ça doit servir comme un outil qui t'aide à travailler. Donc, voilà un peu notre approche de l'IA aujourd'hui. Et ce que je te dis, c'est très récent, hein. C'est pas, on n'a pas commencé à faire ça il y a longtemps. Donc, voilà. Ok, ça c'est une autre question, mais pour ce que tu as apporté une réponse, là en fait, la question c'était est-ce que vous avez des juniors et est-ce que vous ne vous inquiétez pas que les juniors pourraient potentiellement désapprendre s'ils sont tout le temps boostés à l'IA? Mais bon, avec ton cas de l'intervention, je sais que comprendre qu'il y a peut-être il y a des processus de review où en fait on pourra quand même valider en fait que le code avant qu'il soit déployé. C'est bon ça? Ouais, globalement, bon, déjà, forcément, ton code, il est revu par quelqu'un de supérieur de toi et tout. Tu es responsable de ce que tu mets en ligne. Et fondamentalement, l'IA, c'est pas fait pour te remplacer, c'est fait pour t'aider à être plus rapide. Moi, par exemple, finalement, si je dois faire un truc, bah, j'écris, j'ai plusieurs workstreams et que je mets et tout, et je peux lancer mes opérations et tout. Ok, tu m'implémentes ce truc, mais après, c'est moi, je viens, je parcours, je revois le code, je fixe, etc. Et je m'assure que ce que je veux faire correspond au cahier de charge de ce qu'on m'a demandé fondamentalement et tout. Donc, tu restes responsable. Maintenant, est-ce qu'il y a des logiques de junior, etc. aujourd'hui à Xazara? Bon, on n'a pas vraiment une logique de junior, senior, hein. On n'a pas vraiment cette logique. T'es ingénieur, voilà. Donc, on n'a pas vraiment cette logique. Après, on est relativement une petite équipe. Je pense que sur la partie ingénierie, on doit être à peu près 5. Donc, on est relativement très, très petit comme équipe pour déjà commencer à avoir des niveaux de senior, etc. et tout. Donc, il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment ça. Aujourd'hui, à notre échelle, vraiment, on n'a pas de ça. Il y a un truc que je voulais rajouter, mais je me rappelle plus trop, mais je pense que si, peut-être pendant l'entretien, je me rappelle, je vais rajouter par rapport à la question et tout. Ok, Ok. super. Doris, bon, ok, j'ai plein de questions, je vais poser deux au moins. Tu peux me laisser deux questions. Tu as déjà posé 2 questions. Si on peut Question. peut-être venir vers la En fin. fait, j'ai une question technique. Une seule question technique. Ok. Faveur. En fait, il y a un truc qui a piqué ma curiosité. On dirait comme par rapport à l'infra, en fait. Quand tu as dit que vous n'utilisez pas Docker, vous avez en fait créé vos propres clusters et que vous travaillez avec. La question c'est, déjà en fait, est-ce que vous avez d'encre de tests et de prod séparés? Et si oui, en fait, comment sans Docker, vous arrivez à vous assurer que de reproduire fidèlement en fait un encre et vous assurer en fait que quand vous allez tester sur l'encre, vous allez déployer sur l'encre bêta, que en fait, quasiment sans fidèlement vous allez reproduire en prod quoi. Sans Docker en fait, comment vous arrivez à faire ça en fait? Est-ce que vous avez un nombre de tests prod séparés? Et si oui, comment vous vous assurez d'avoir cette, on va dire, conformité quoi? Bon, je n'ai pas bien compris la question, mais anyway, je pense, j'ai essayé de répondre un peu sur l'aspect dont je le comprends, et peut-être si c'est pas ça, peut-être tu vas me corriger par rapport à ça. Donc, déjà, en fait, bon, cluster, quand je dis cluster, faut pas le point d'un côté, mais c'est juste 2, 3 serveurs qui sont dans un réseau local, quoi. Voilà. Basique. C'est pas un truc, très, Bon, très, c'est vrai faut que comprendre ça. Donc, il faut comprendre ça comme ça déjà. Maintenant, pour répondre à ta question, en ce qui concerne comment est-ce que déjà chaque partie teste son code, hein. Sur la partie back-end, on écrit des tests unitaires. On utilise principalement GitLab, donc tu as ton fichier, comment on appelle le fichier C et tout, dans lequel bah, on met le truc et tout. Et quand tu pushes le code dans le CI, on va tester est-ce que le code il est bien formaté, etc.
Ensuite, on va tester les tests qui sont écrits. Par contre, ça, c'est un truc très, très important. On fait vraiment un gros effort là-dessus. On s'assure vraiment d'avoir une couverture du test très, très, très élevée sur nos back-ends, généralement et tout. On a vraiment une couverture du test très, très élevée sur la plupart des fonctionnalités au niveau du back-end et tout. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça répond à la question ou peut-être j'ai pas bien compris. Bon, déjà, vous avez un nom de test séparé de nom. Horace, c'est une question qu'on a dit. Tu vas le presser une fois, s'il te plaît. Ok. C'est C'était bon? la suite de la première question. C'était la suite de la deuxième question. Non, s'il Bon, te bon, je plaît. pense qu'on peut le laisser aller, il n'y a pas de problème. On peut le laisser aller comme D'accord. Ok, ouais. Donc, vous avez un nom test séparé d'un nom prod. Déjà, en fait, vous avez un environnement pour un domaine pour tester et un domaine pour qui est la prod. Ouais, bon, on a un staging, hein. Il y a un staging et puis tu testes le code au niveau du CI. Donc ça te permet déjà de savoir si le code il est bon, la structure, les tests, etc. Tout ce qui est fonctionnel. Ensuite, on passe en staging. En staging, au niveau de l'équipe, on peut tester, l'utiliser, etc. et tout. Et puis ensuite, bah, on va aller en prod et ensuite, on va monitorer et tout, quoi. Donc, bon, très, très, je sais pas. Si tu arrives à Mais bon, là, reproduire les mêmes environnements sur plusieurs serveurs sans Docker, tu arrives à bon, reproduire plusieurs environnements. Bon, on n'a pas beaucoup d'environnements déjà, hein. Et puis, bah, si tu veux reproduire un environnement, tu clones ta DB et puis bah, tu fais ce que tu veux faire, mais bon, avec beaucoup de précautions, quoi. bon, je te conseille en bosse après. Ok. Mais pas généralement sans Docker, c'est pas si simple. Bon, ok. Ouais, Hein. ouais. Ils sont trop forts. Rassurez-vous, je ne peux pas une surprise. Merci Horace, merci Elias de bien vouloir répondre à nos questions avec autant de gentillesse et de précision. Je pense qu'il y a Jonathan que je vais prendre d'abord, avant Monsieur Dakenayon, à qui vous avez répondu, mais qui dit que sa question n'était pas, enfin, que votre réponse n'était pas très claire. Donc, je vais prendre Jonathan et après, je vais le prendre lui et prendre Judith. Oui, bonsoir. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Bon, moi, j'ai deux petites questions. La première, déjà, c'est de savoir si à un moment donné, vous avez eu des gens qui ont rejoint l'équipe et sous la promesse de travailler gratuitement, le ventre affamé, et qu'en temps, si les projets s'adonnaient, vous allez les payer. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Je comprends la question, mais non, on n'a pas fait ça. On a jamais fait une chose pareille. J'ai jamais dit à quelqu'un, bah, écoute, viens, on va travailler à Zazara et tout, et on va te payer tel jour. Non. Comme je le disais au départ, la plupart des gens qui ont rejoint avec Zazara, c'est vraiment, OK, j'aime vraiment ce qu'on fait et je voudrais vraiment m'impliquer là-dedans. Ça, c'est vraiment un engagement, quoi. Mais pas en mode, je veux te recruter et je te dis, j'ai pas de l'argent, mais viens travailler pour moi gratos. Au moment où je vais commencer à avoir de l'argent, je vais te payer. C'est pas vraiment dans cette approche, quoi. D'accord. Pour la deuxième question, c'est par rapport au volet infra. Donc, j'ai vu, vous avez mentionné que vous avez vos serveurs et après, j'ai entendu AWS. Donc, je veux comprendre si cela voudra dire que ce n'est pas AWS qui gère entièrement en fait l'infra, ou bien vous avez vos propres serveurs sur d'autres fournisseurs et après, il y a AWS qui gère d'autres parties. Enfin, je veux comprendre un peu. Bon, quand je dis nos serveurs, franchement, c'est comme je pense comme tout le monde, hein. Pas qu'on est à des data centers où on va mettre des rangs de serveurs, etc. Non, on prend des serveurs cloud et tout. Par exemple, sur AWS, on utilise Lightsail. On n'utilise pas des EC2 parce que, bah, en fait, nous, on n'essaie pas de compliquer le truc, quoi. Lightsail, tu connais combien tu vas payer, quoi. Tu connais ta config et tout. Bah, tu démarres une instance, ça gère d'abord. Bah, si après, tu as un problème d'aller sur EC2, parce que tu as besoin d'avoir de l'autoscalabilité, des trucs comme ça, bah, tu iras sur ces deux. Récemment, on a commencé par utiliser sur AWS Aurora pour la DB parce que bah, on avait des contraintes sur les DB, on a besoin de scaler nos DB et tout ça. On n'avait plus envie de gérer ça parce que quand on les auto-hébergeait, il fallait gérer, etc., les mises à jour de temps en temps et tout. Et on est allé sur Aurora pour ça. Mais au-delà de ça, il y a pas ça. Sur l'STL, bah, tu démarres un VPS et puis tu mets sur Forge. Forge t'installes tout, quoi, ton PHP, tes trucs et tout. Après, bah, tu connais tes trucs et toi, tu pushes ton code et c'est déployé, quoi. Je sais pas si ça répond à la question et tout.
Oui, c'est bon, merci. Merci, Monsieur Elias. Je dis, tu veux poser des questions par rapport au mythe, c'est ça, non? Oui, par rapport au mythe. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Et tu me reçois, non, Jospin? Oui, on te reçoit. Ok. Ok, donc je voulais demander à Elias s'il a parlé à un moment de créer des cartes Visa. Monero permettait de créer des cartes Visa pour les achats en ligne. Donc, je ne sais pas s'il a déjà expliqué, mais j'aimerais bien que tu me donnes un peu plus de détails par rapport à ça. Déjà, comment faire pour l'avoir? Quels sont les prérequis et pour pouvoir avoir? Et est-ce qu'il faut souscrire un abonnement pour pouvoir avoir la carte virtuelle Visa ou bien comment ça se passe en général? Pour les cas de visa, c'est avec Zio, donc je vais peut-être mettre l'URL. Je ne sais pas si c'est autorisé, je n'ai pas fait de la pub, mais voilà, zio.com. Voilà, si c'est vient de le mettre et tout, vous connectez sur Zio et vous créez votre compte, faites la vérification d'identité. Et avec ça, je pense qu'on a un code de réduction aussi que vous pouvez utiliser, Python Bénin 20, je pense, qui vous donne 20% de réduction. Et vous pouvez acheter la carte Visa et puis voilà, vous la rechargez par Mobile Money et puis vous utilisez pour faire vos achats. Je ne sais pas si c'est bon. Ok, oui, c'est bon. Et l'autre chose, c'est par rapport à AWS et que vous utilisez. Je voulais savoir dans votre architecture, est-ce que vous avez pu mettre en place des pare-feux, des firewalls par rapport à AWS? Du coup, c'est du live télé, c'est pas des EC2. Je voulais demander si vous avez pu faire ça au niveau de votre Oui. architecture. Oui, de base, déjà, parce que bah, je pense que j'avais évoqué ça au début, on utilise Cloudflare. Donc, Cloudflare, ça fait que généralement, on n'expose pas les ports des serveurs, tout est vraiment fermé. Et vous avez juste Cloudflare dans l'intérieur. Puisque c'est dans un cluster, tous les serveurs peuvent communiquer dans un même réseau local, si je ne dis pas vraiment de bêtises et tout sur la question, mais voilà. Tout est dans un réseau local, ils communiquent en local et vous avez juste Cloudflare qui vous permet d'entrer par là et tout. Donc, vraiment, c'est la seule entrée qu'on a et tout, quoi. Ouais, je comprends. Imagine. Merci. Merci, c'est bon, Jospin. Merci beaucoup. On a quelques questions, des dernières questions vraiment parce que le temps est parti et tout. Donc, Monsieur Thaumaturge, je vous laisse la parole pour poser vos questions. Vous en avez 3, donc vous allez essayer de poser les 3 là exactement. Jospin, il y a la question de Dar. Ah oui, effectivement, qu'on a développé, oui, c'est vrai. Il a dit que sa question, la réponse n'était pas claire. Donc, s'il veut bien prendre la parole avant que Monsieur Thaumaturge ne finisse avec ses questions. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Jasmine, tu m'as oublié. Depuis j'ai posé la question, tu me zappes seulement. Non, désolé. En fait, il a répondu. Ça a même été la première question à laquelle il a répondu. Non, il n'a pas répondu. En fait, il parlait de ça. Il y a eu un peu on va dire un peu de réponse, mais ce n'était pas vraiment la question. Ma question, c'était quoi? C'est créer des LLC aux États-Unis en tant que Béninois. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est légal? Comment est-ce que vous avez géré ce côté-là? Dans la réponse précédente, il parlait donc de plusieurs entités qui gèrent les activités. Mais moi, je m'intéresse sur le côté créer une entité en Europe ou bien aux États-Unis en tant que Béninois ici. Est-ce que les lois du pays permettent de faire ça? Et ce qui est sûr, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a des moyens, il y a des solutions. Comment est-ce que vous avez géré ce côté-là? Moi, j'aimerais bien comprendre ça. D'accord. Bon, je vais répondre à la question suivant mon expérience, mais je vais mettre un disclaimer. Je ne suis pas un conseiller juridique ni fiscal, etc. Pour te donner le meilleur conseil possible, te dire c'est légal, c'est pas légal, parce qu'à la fin, il vaut vraiment mieux vous faire accompagner, euh, aller prendre des personnes qui ont de l'expertise sur le sujet, expliquer ce que vous voulez faire et en fonction de ça, vous faire conseiller, parce que tout n'est pas vraiment adapté dans tous les cas et tout. De ce que je sais, de base, si vous voulez enregistrer une LLC aux US, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils vont pas vous demander si vous êtes, il n'y a pas vraiment. Je pense que les pays qui sont interdits pour le faire, c'est les pays qui ont des restrictions, voilà, les pays sur lesquels il y a des embargos, les US, j'ai pas et tout. Mais de base, en étant béninois, vous pouvez enregistrer votre LLC. Donc ça, c'est vraiment la réponse que je veux te donner. Maintenant, tout ce qui tourne autour, les aspects, comment est-ce que tu gères en tant que béninois par rapport à
législation ici, la fiscalité ici, etc. Sincèrement parlant, je préfère vraiment que tu te tournes vers quelqu'un qui est vraiment... Je peux te donner aussi des contacts s'il faut. Il y a un cabinet avec lequel on a travaillé sur la question et tout. Donc, qui sont mieux adaptés pour te conseiller, pour t'orienter sur ça, pour t'aider aussi à mettre en place ce genre de choses en fonction vraiment, encore une fois, de tes besoins. Voilà. J'aimerais bien si vous pouvez me mettre en Oui. contact, ça serait bien. Ok, D'accord. merci beaucoup. Merci, Horace, s'il te plaît. Tu vas poser tes questions après. On va prendre Monsieur Thomas Turge, comme je l'ai dit. Il a 3 questions, exactement 3 questions. La personne t'a dit que c'est madame et tu continues. C'est madame. Et je m'excuse, vraiment. Pas de problème, pas de problème. Bonsoir. Alors, moi, la première question, c'est comment votre parcours et votre background vous permettent en fait d'être la meilleure personne pour diriger AXA Zara. Parce qu'en fait, pour diriger une entreprise comme ça, je pense qu'il faut en fait avoir un bon parcours ou un certain background qui vous permette de faire ce genre de choses que vous faites. Je voulais savoir. La première question. Merci pour la question. Bon, déjà, est-ce que je suis la meilleure personne pour Access Zara? Je pense que c'est vraiment à mes collègues, à mes pairs qu'il faut le demander si je suis la meilleure personne, est-ce que je suis à la hauteur de leurs attentes? Parce que je pense que c'est à eux que je rends des comptes et c'est eux qui sont mieux qualifiés pour évaluer si je suis bon dans mes fonctions. Par contre, à mon niveau, ce que je fais, c'est que j'évolue en fonction des challenges qu'on a et j'essaie de me former au fur et à mesure par rapport aux contraintes qu'on a. Quand on était 5, quand on était 10, on a des contraintes spécifiques. Les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Quand l'équipe grossit aussi, les attentes changent, les contraintes, etc. Et en fonction de ça, à chaque étape, je m'applique à me former, à me demander aussi quelle est la chose la plus importante que je dois être capable de faire aujourd'hui. Et j'essaie de me former. Aujourd'hui, par exemple, je suis des cours à Harvard, je suis des thématiques qui sont liées aux contraintes que nous, on a aujourd'hui. Par contre, une des choses que je pense qui m'aide aujourd'hui, c'est le fait que, fondamentalement, je prends la peine de comprendre la plupart des métiers. J'ai essayé de toucher à tout ce qu'on fait, toucher un peu à du design, toucher un peu à du code. Le fait de coder aussi me permet aussi d'avoir une approche et de comprendre aussi les gens avec lesquels je travaille. Je suis pas un designer, je suis pas le meilleur designer possible, je suis pas le meilleur gars du marketing possible, voilà. Mes collègues sont mieux placés que moi sur ces sujets-là aujourd'hui, pour ce qu'ils font, respectivement. Mais j'essaie de comprendre vraiment les enjeux de ce qu'ils font, de comprendre les attentes de chacun. Et ça, c'est vraiment, moi, mon défi au quotidien. Mon défi, c'est comment est-ce que je comprends les besoins de chaque personne, de chaque partie prenante, entre les besoins de nos clients, nos utilisateurs, et des équipes. Maintenant, comment est-ce que je définis la priorité? Qui est la personne la plus prioritaire? Nous, à AXA Zara, c'est l'équipe qui est prioritaire. Voilà. On met l'équipe en avant parce que je me dis que on ne peut pas faire de bons produits, on ne peut pas faire de bonnes choses si on n'a pas une équipe compétente. Donc, les personnes sur lesquelles je me concentre le plus aujourd'hui, moi, au quotidien, c'est l'équipe. Je vais parler avec des clients. Même si je parle avec des clients qui disent qu'on doit faire quelque chose, ce sont mes collègues qui vont le faire, mes coéquipiers qui vont le faire. Donc, je, je, mon background, je pense, évolue en fonction de cela. Mais fondamentalement, j'ai une formation en marketing communication et tout ce qui est management, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup et je me forme beaucoup à ça. Même si aujourd'hui je code, etc., je fais plein d'autres choses et je touche au code et que je m'occupe de ça. Mais fondamentalement, moi, ce qui me préoccupe au quotidien, c'est comment est-ce que je fais pour être à la hauteur des attentes des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, comment est-ce que je prends en compte leurs attentes et j'arrive à formuler les aligner par rapport aux objectifs qu'on a, comment est-ce que je leur permets d'avancer. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, ou si tu voudrais avoir d'autres points plus spécifiques à ce niveau. Oui, Ouais, je pense que c'est clair. Donc, vous êtes lancé dans AXA Zara, c'est-à-dire vous avez eu l'idée de créer des produits avec un background de management, communication, c'est bien ça? Oui, mais je sais pas, je vais utiliser tonalité un peu, mais en fait, je fais des choses suivant la réalité. En fait, je suis quand même assez pragmatique, quoi. Est-ce qu'actuellement, quand on voulait lancer avec Zara, on n'avait pas forcément
de capacité d'ingénierie et tout. Donc, je me suis mis à apprendre à faire je me suis mis à faire du code, à apprendre à coder, etc. et tout aussi. Parce que, bah, on avait besoin de faire de l'ingénierie et que, pour moi, à ce moment, on n'avait pas les moyens de sortir un ingénieur et tout. Mais c'est vraiment un peu ça la philosophie, quoi. On est frugal. Voilà, l'une de nos valeurs, etc., c'est qu'on est frugal. On se dit toujours qu'on peut faire ce qu'on veut faire ou bien on peut arriver à la prochaine étape avec les ressources et les moyens qu'on a. C'est ce qu'on se dit tout le temps. Donc, du coup, dans notre approche de faire les choses, bah, forcément, on regarde les ressources qu'on a, les compétences qu'on a. Si on n'en a pas, s'il faut, on peut trouver un moyen d'aller les chercher, on les cherche et puis on fait ce qu'on veut faire avec pour le moment et puis on évolue vraiment en fonction de nos besoins, de notre réalité du moment, quoi. Ok, c'est vrai que c'est D'accord. en fait parce que moi-même étant dans le cas comme vous en fait pour un produit que j'essaie de développer, vu que on a développé à attendre qu'on les paye quand on a souvent besoin d'aide et tout, je me suis mise à toucher un peu de tout. Du coup, moi seule, je porte toutes les casquettes en fait pour l'instant jusqu'à constituer mon équipe. Donc, au début, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est vraiment important quand, voilà, il n'y a pas de gens qui veulent vraiment, qui ne se portent pas volontaires pour accompagner, voilà. C'est vraiment difficile de dire à quelqu'un de s'embarquer dans une aventure comme ça. Donc, au début, on est forcément obligé d'apprendre beaucoup de choses. J'ai entendu Arva tout à l'heure, moi, je vais une bosse pour ça. Donc, Madame Tomatius, on va faire l'effort, en fait, de bien résumer, de bien aller sur les questions parce qu'il reste plus assez de temps. Donc, vos questions sont pertinentes. C'est pourquoi je me permets de vous laisser les poser. Bien sûr. Donc, ma deuxième question, c'était comment vous gérez la partie go-to-market? Par exemple, je suis dans mon coin, j'ai une idée, j'arrive à faire le design, j'arrive à faire développer ou un truc dans le genre. Mais comment je gère la partie go-to-market de ma solution? Ok, très belle question, mais malheureusement, je ne pense pas être la personne la mieux adaptée pour répondre à cette question. Parce que bah, tout ce qui est stratégie go-to-market, principalement, c'est notre responsable marketing qui définit la stratégie, même si après, en équipe, on peut avoir des idées, etc. Mais à la fin, c'est notre responsable marketing qui va élaborer la stratégie, dit, bah, OK, voilà comment est-ce qu'on va sur le marché et tout. Et ça, bah, on se plie à ça. Parfois, c'est pas forcément un truc qui va te plaire. Pour le moment, tu vas pas forcément comprendre. Mais généralement, nos stratégies go-to-market jusque-là, c'est principalement lui, donc il s'appelle Aziz Ouedraogo. C'est principalement lui qui s'occupe de définir ces aspects-là et tout. Maintenant, au niveau, j'ai envie de dire, au niveau un peu plus haut sur la stratégie globale de l'entreprise, etc., en général, ce qu'on va faire, ça va être, et ça, c'est plus des choses moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer que, bah, ce qu'on veut vendre ou bien ce qu'on a envie de mettre sur le marché, ça aligne par rapport à notre plan, ça reste dans le cadre des charges de ce qu'on veut faire, ça reste, on a les capacités de le délivrer et tout, et de m'assurer qu'il y ait les ressources pour délivrer cela. Donc, moi, c'est plus ça. Donc, si tu me dis go to market, moi, ce que moi j'entends, c'est est-ce qu'on a les équipes de support pour le gérer? Est-ce qu'on a les ressources, que ce soit techniques, les compétences, le volet financier pour l'avoir, ou etc. pour le gérer? Ça, c'est ce que moi je comprends. Mais si c'est de la stratégie pure sur tout ce que tu vois sur Internet là et tout, il y a vraiment des départements et en fonction de ça, déjà, il y a Pépino qui va intervenir certaines choses, Aziz va ensuite définir une stratégie et puis bah, on va se mettre à l'exécuter, etc. Voilà un peu. On va se demander si on a un produit manager ou product owner, chef de projet. Bon, on n'a pas un product manager, main produit, voilà, on a un product manager, pas comme ça. Mais on a par contre ce qu'on appelle des squads, et donc c'est des squads éphémères, c'est des équipes de 3-4 personnes, de 3 maximum, 5 maximum, on a 3 minimum, 5 maxi, qui gèrent des projets. Donc, quand on a la liste des projets, on construit les équipes, ils le font, ça se déconstruit, ça se reconstruit au fur et à mesure. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment lié à ce qu'on fait et à la taille à laquelle on est, les contraintes qu'on a.
Aujourd'hui, par exemple, ce modèle-là nous pose déjà des problèmes et on veut évoluer au-delà de ça. Donc, c'est vraiment apprendre à des pincettes. Et moi, si la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire vraiment tout en fonction de votre réalité, quoi. De tester les choses purement à votre réalité. Si je vous dis qu'on utilise tel outil pour gérer nos tâches, etc., je suis pas certain même que vous pouvez l'acheter déjà. Parce que si vous voulez l'acheter, ça va vous coûter cher. Par exemple, on utilise Linéa pour faire de la gestion des tâches et tout ce qui est ingénierie et tout. Linéa, ça coûte en griffe un petit peu cher quand même. Au début, c'est pas le genre de choses que vous allez utiliser. Nous, on a utilisé très longtemps, on a testé plein de trucs. Donc, il faut vraiment faire les choses en fonction de vos ressources et de votre moyen du moment. Et après, si vous êtes capable de faire plus, il faut faire plus, quoi. Ouais, exactement. Et je vais ajouter que, en fait, pour le go-to-market des produits, il n'y a pas de méthode fixe. Ça dépend du produit et de la cible. Donc, parfois, vous pouvez aller sur le terrain, parfois, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le terrain. Et ça dépend, enfin, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est tout un cours pour le marketing et tout. Donc, vraiment, il ne pourra pas répondre à cette question là tout de suite. Mais bon, il y a quelques pistes, mais je peux peut-être donner ça à une boss. Ça viendra après. Donc, on va passer à la troisième question. Ok, merci. Donc, la troisième question, c'est quand on veut lancer un produit tech, on voit la partie tech, mais en tant qu'entreprise startup, quelles sont les autres parties qu'il y a derrière qu'il ne faut pas négliger? D'accord. Bon, je vais répondre à la question, mais je réponds rapidement à deux questions. Est-ce que vous avez géré l'aspect juridique avant de lancer? On n'est jamais prêt dans la vie, hein, donc peu importe ce que tu fais, il y a toujours des surprises, il y a toujours des trucs que tu comprends pas, et au fur et à mesure, tu te lances et au fur et à mesure, bah, tu gères en fonction de ça. Il y a des aspects qu'on avait gérés en amont, et des aspects que c'est au fil du temps que les choses évoluent, qu'on s'adapte à ça. Par exemple, au moment où on lançait, il n'y avait pas encore la contrainte de la BCAO où il fallait être implémenté sur chaque pays, dans la zone ZOF et tout. Donc, il faut évoluer avec ça. Il y a une question aussi qui demande si je suis marié, fiancé. Je suis pas marié, je suis célibataire. Donc, aucune des catégories qui est listée là. Voilà. Alors, quoi? Sans enfants, pour préciser. Oui, sans enfant. Je suis très jeune, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis très, très jeune. Donc, voilà. Alors, pour répondre à la question de... Alors, désolé, bon, Mathieu, si tu peux me reprendre la question un petit peu, mais je pense que... euh, ok, Oui, bien tu sûr. demandais si lorsqu'on veut lancer un produit, on voit l'aspect tech, etc., mais quels sont les autres aspects qu'on voit pas? Moi, je pense que euh, ça dépend encore une fois du type de produit que tu fais et tout. En fonction de ça, il y a des éléments background qui vont varier. Il y a des produits, par exemple, si tu fais un produit très, très fintech, background pour toi, ça va être très juridique, administratif, chercher des licences, etc. et tout. Donc, il y a déjà ça. Le deuxième aspect qui est l'aspect qu'on ne voit pas très souvent sur les produits en général, peu importe le type de produit, c'est l'aspect humain, la gestion de l'humain et des ressources que vous avez par rapport aux besoins que vous avez et tout. Ça, c'est vraiment le go du défi, quoi. Comment tu gères les gens derrière, comment vous développez, voilà. Comment vous développez l'expertise à côté de ça, parce que on dit software as service, mais il y a du service, quoi. Voilà. Donc, comment est-ce que vous délivrez le service là? Le service du software, comment est-ce que vous le délivrez, quoi? Donc, je pense que ça, c'est l'aspect background des choses qu'il faut arriver à gérer en général avant de lancer tout le truc et tout, quoi. Très bien, merci beaucoup. Je pense que c'était tout. Merci, Monsieur Elias. Je vais peut-être profiter pour dire que, bon, par rapport à l'aspect juridique de l'entreprise, c'est possible d'aller breveter l'idée ou de faire protéger son idée. Par exemple, moi, pour mon projet, je suis dans un programme qui protège mon idée. Donc, actuellement, là, c'est que pour l'instant, avant même que je n'ai développé le produit, mon idée est protégée. Après, peut-être quand je serai confrontée à d'autres problèmes durant le développement, j'aurai d'autres problèmes juridiques et j'aurai à gérer ça. Mais comme il a dit, en fait, il faut faire petit à petit, en fait. Il est allé de façon itérative. Il n'a pas tout fait sur le coup. Comme il a dit, il a commencé par les previews avec des fonctionnalités de base
il prend les retours des clients et puis en fonction de ça et de ce dont le client a besoin, parce qu'effectivement, il y a une large différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, en fonction de ça, ils se sont ajustés sur les différents produits et ils ont pu, voilà, avoir ce que vous avez là aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Bon, Elias. je vais rajouter un petit point par rapport au fait de protéger les idées. Je pense que, bon, à moins que ce soit que tu es en train de développer un truc en mode un hardware qui soit très, très innovant, etc. et tout, je pense que ça se manque, bon, protéger le truc. Mais l'idée en soi, je ne pense pas qu'on peut véritablement protéger l'idée parce que c'est un peu comme si tu disais que tu veux protéger un peu euh, un ensemble de combinaisons de pensées, quoi. Donc, c'est compliqué. Ça dépend vraiment de ce que tu fais, de l'innovation que ça apporte véritablement et tout. Et voilà. Mais je pense que ce qui compte vraiment, c'est à quel point tu es capable de délivrer, à quel point tu es capable de répondre à des besoins. Maintenant, s'il y a des assets que tu peux protéger, que tu as les ressources de le protéger, bah, pourquoi pas, quoi. OK, merci. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Pour la partie tech, c'est vrai que M. Elias a dit qu'ils n'ont pas fait de levée de fonds. Mais en général, c'est bien d'avoir un document qui spécifie le problème que vous voulez résoudre, la solution, tout, un document bien élaboré et parfois même un pitch. Au cas où vous avez envie, par exemple, de faire appel à des investisseurs. C'est très important. Donc, moi, j'ai ces deux documents-là. Actuellement, sur mon projet, je dois, par exemple, élaborer le PRD. Ça, c'est gestion du projet agile. Il y a d'abord les niveaux de TRL, les niveaux de maturité du projet sur lesquels je suis, par exemple. Ensuite, il y a les PRD. Bon, ça, c'est tout un cours que j'ai suivi. Je vais vous épargner ça. On parlera de ça plus tard. Merci beaucoup d'avoir été là. On a un dernier message à passer. Judith est avec nous. Judith, Cissé, tu veux dire un mot? Monsieur Elias, vous voulez nous laisser un mot? OK, merci beaucoup. Je pense que pour la question de go-to-market, surtout, comme il a précisé, je pense que j'ai vu Monsieur Abdelaziz, hein. Si on a encore quelques minutes, il n'était pas préparé pour ça. Si il peut prendre la main pour placer 2 mots par rapport à ça, parce que c'est lui qui s'occupe vraiment de ce sujet-là. Aziz, tu es là? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Aziz. J'espère que vous allez bien. Donc, comme Cissé disait, c'était pas vraiment préparé. Mais je pense qu'avant de lancer une solution, avant de penser à une stratégie go-to-market de mise d'une solution sur un marché, c'est très important de savoir si la solution qu'on fait là, elle est pertinente. Voilà, donc là, c'est pas vraiment préparé, hein. Est-ce que la solution répond à un problème? Est-ce que la taille de marché est conséquente? Parce qu'une solution peut être très pertinente, mais si la taille du marché est très faible, ça sera difficile pour vous de pouvoir scaler ou même d'avoir des investisseurs, quoi. Donc, c'est très important. Est-ce que le prix que vous proposez, les gens peuvent payer ce prix-là? Donc, il y a ces petites questions-là. Mais aussi, et surtout, faire des études en amont, faire des recherches utilisateurs, échanger avec les gens. Avec Chariot, par exemple, pendant un mois et demi, on a échangé avec les digital marketeurs, les digital entrepreneurs, pour connaître un peu leurs difficultés, leurs problèmes. Et après, dans ta stratégie, à la fin, tu te bases sur les difficultés qu'ils ont énoncées. Donc, sur ça, tu bases ton message en gros. Donc, Chariot, par exemple, lorsqu'on faisait des recherches, les gens nous ont dit qu'ils avaient un gros problème de paiement. Donc, si vous avez remarqué, au départ, les 3 ou bien 4, 5 premiers mois, Chariot, on mettait en avant le volet vendez partout. Même si ce message a évolué avec le temps. Donc, premièrement, une stratégie go-to-market, en gros, c'est de commencer par définir des objectifs. Voilà, vous définissez des objectifs SMART. On pense qu'au lancement, on veut atteindre tel objectif. Même si ce n'est pas toujours conseillé de mettre des objectifs lorsque vous n'avez pas encore utilisé votre product market fit. Là aussi, c'est une autre histoire. Mais c'est très important de commencer par définir des objectifs SMART.
lorsqu'on lance Chariot, par exemple, le premier mois, on va avoir 5 000 boutiques, on va avoir 4 000 boutiques. Donc, après les objectifs, vous pouvez maintenant faire un focus sur la cible. Voilà, les personas, vous définissez les personas. Si vous faites des recherches sur Google, il y a HubSpot, par exemple, qui propose un outil. Vous faites des personas. Vous avez votre persona, votre cible et tout. Je pense que cette solution est adaptée à telle personne, telle personne, telle personne. Et pour chaque persona, vous définissez des messages. Pour ce persona-là, je pense que ce message-là peut être, peut plus lui parler. Donc, après le volet cible, voilà, travaillez maintenant sur votre positionnement, sur votre proposition de valeur. C'est très important lorsque vous lancez une solution d'avoir un positionnement. Nous, avec Chariot, par exemple, on veut permettre aux créateurs de démocratiser leur expertise en ligne. Ça pourrait être un positionnement. Maintenant, en termes de proposition de valeur, ça, c'est plus fonctionnel, c'est plus clair, même si le positionnement peut être d'ordre émotionnel souvent. Donc, en termes de proposition de valeur délivrée, par exemple, permettre aux gens d'avoir des boutiques en 5 minutes, permettre aux gens d'encaisser partout, avoir des outils qui leur permettent de pouvoir automatiser leur vente, de pouvoir faire des relances de manière simple. Donc, une fois que vous finissez le positionnement, la proposition de valeur, basez-vous sur le messaging, c'est-à-dire le message, voilà, le message que vous pouvez, que vous voulez transmettre. Donc, pour chaque cible, il y a un message qui se base sur le problème et la proposition de valeur. Après ça, vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Après ça, vous définissez les canaux, voilà, les canaux de communication pour ce lancement-là. Dès le départ, vous pouvez aller très simple, utiliser Facebook ou bien faire un teasing. Donc, je recommande vraiment de faire des teasings. Avec Chariot, on a fait un teasing, c'est-à-dire on fait une waitlist. On fait une waitlist avec une landing page. On invite les gens à rejoindre. Chaque fois que les gens viennent, on a un formulaire là pour cette solution. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en avant, en plus de l'étude que vous avez déjà fait en amont? Voilà, dans cette waitlist-là, ils peuvent mettre des éléments très intéressants qui pourront vous aider dans le développement de la solution. Donc, j'insiste beaucoup sur le waitlist dans notre stratégie go-to-market. Je pense que de plus en plus, on va adopter ça, vous aurez le temps de le constater parce que ça permet d'éduquer l'audience avant que la solution ne sorte, en fait. Vous pouvez attendre de finir la solution avant de commencer à éduquer les gens, mais avec une stratégie de waitlist, ça vous permet aussi de savoir que votre solution est pertinente, de bâtir une communauté, et comme ça, dès le lancement, ça ira vite. Donc, avec Chariot, ça a été le cas. Donc, après ça, vous faites le planning, vous définissez les tâches, vous vous assurez d'avoir des responsables sur chaque pôle, vous exécutez. Et voilà, après le lancement, vous essayez de voir est-ce que les objectifs qu'on a émis, est-ce qu'on a atteint ces objectifs, on n'a pas atteint, on a dépassé les objectifs. Et dès que la solution est lancée, votre objectif sera de trouver votre product market fit, quoi. Donc, après le product market fit, vous verrez que la croissance sera naturelle. Donc, prenez le temps vraiment de faire des études, mais ne passez pas tout votre temps à faire des études, quoi. Voilà. Donnez-vous des objectifs. Je veux interviewer 10, 15 personnes pour faire des études quantitatives, des études qualitatives. Après ça, après les données de ces études-là, vous vérifiez vraiment la taille du marché. C'est très important. On ne lance pas une solution parce qu'on veut lancer une solution. On lance une solution qui peut toucher des millions de personnes, qui peut impacter des vies. Si ta solution ne peut que toucher 5 000 personnes, 10 000 personnes, c'est très faible. Donc, travaillez sur la taille du marché, faites des études pour voir le planning. Et après le lancement, tout s'ajuste, quoi. Ne soyez pas figé. Vous pourrez définir des objectifs en amont ou bien définir la cible en amont, mais lorsque vous lancez, vous pouvez voir que ça change. On doit s'adapter, on doit changer ça, on doit adapter le message, on doit adapter le positionnement. C'est être un peu... être vraiment flexible. Donc, voici un peu ce que je peux partager avec vous. Ça n'a vraiment pas été préparé. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que l'essentiel a été dit. Hein. OK. Vraiment, merci beaucoup, Aziz. Je pense que les gens ont tiré beaucoup de choses sur ces petits éléments que tu as décrits. Sous ta permission, bien sûr, je vais laisser ton LinkedIn dans le chat pour peut-être des gens qui veulent poser plus de questions. Voilà, comme la science est en train de prendre quand même un temps fou là, si tu le permets, je vais laisser ton profil LinkedIn dans le chat.
C'était une masterclass, en fait. Je remercie vraiment Monsieur Elias, Monsieur Abdulaziz d'être intervenu parce que c'était pas préparé. Et je vais ajouter qu'il a raison, en fait, parce que, voilà, c'est ça, en fait. Pour un projet, il faut le problème, la solution, ce qui existe, la proposition de valeur, la cible, définir le persona. Quand on parle de persona, c'est l'âge, c'est plein de trucs qui ne pouvaient pas développer tout de suite. Donc, son LinkedIn va nous permettre de le contacter et tout. Merci beaucoup encore d'être resté avec nous. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Et je vais laisser Judith maintenant pour passer son message. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Jasmine. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et à toutes aussi. Donc, et aujourd'hui, c'est le dernier meet qu'on aura à faire pour le discutant dev de la communauté Python Bénin. On va mettre fin à la saison 3 quand officiellement fait avec ce meet. Donc, on va envoyer certains trucs pour pouvoir recueillir vos retours et préparer la rentrée prochaine afin de vous proposer des masterclass comme ce qu'on a eu ce soir. Je profite de l'occasion pour remercier les différents organisateurs de Python Bénin, remercier les différents modérateurs, modératrices qu'on a au sein de l'équipe. Je remercie aussi l'équipe de ce soir pour le travail et je remercie les différents participants qui nous rejoignent à chaque fois lorsqu'on a des meets. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez trouver nos différents replays sur la chaîne YouTube de Python Bénin. Si on a fait un meet, vous voyez sur nos réseaux, vous avez besoin. Mais si on part en vacances officiellement, vous pouvez regarder au niveau de notre chaîne YouTube pour pouvoir revisiter la vidéo. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si la modératrice a quelque chose à ajouter, sinon on a fini. Non, juste remercier tous ceux qui sont fidèles aux discutants entre dev les samedis soirs. Merci à vous. Ah, il y a encore des gens qui veulent rejoindre alors que c'est la fin. Oh là là. Ok, merci à vous. Merci d'être restés présents et tout. N'oubliez pas, le replay sera sur la page YouTube de Python Bénin. Nous allons, comme elle l'a dit, envoyer un formulaire. Essayez, s'il vous plaît, de nous faire les propositions. Aucune proposition n'est bête et irrecevable. Nous allons tout étudier pour que vous soyez vraiment satisfaits et que vous soyez aguerris. Aujourd'hui, par exemple, c'est pour ceux qui veulent entreprendre et tout. Et c'est aussi le cardio. C'est ce qu'il a oublié de dire. C'est vraiment le cardio. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Si je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, je tiens surtout à remercier nos invités, notre invité, ensuite Aziz, que j'ai pris à l'improviste, de s'être prêté à l'exercice. Je pense que les gens sont partis quand même avec plus d'éclaircissements sur pas mal de questions qu'ils avaient, et également connaître l'entreprise, comment ça se passe en coulisses. Et n'hésitez surtout pas, je pense que j'ai laissé le profil LinkedIn de Aziz et de Elias dans le chat. Vous pouvez vous connecter, poser des questions. Et je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous également. Donc, à très bientôt. Ok, merci beaucoup, Monsieur Elias. Merci à tous.